cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Il est 17h01 tout juste. Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous écoutent depuis ce matin avec cette playlist musicale d'été. Merci encore à Sergio et Maxime pour les grands bains, les matins du grand bain, la matinale estivale qui nous donne la pêche le matin. Et là, comme on est mardi, comme il est 17h, et ben c'est bien sûr 1 heure, une commune avec notre partenaire, la commune de la Motte Servolex, et avec notre autre partenaire, le sponsor officiel de cette émission, la nouvelle association des maires de Savoie. Alors pourquoi les deux sont là aujourd'hui? Parce que les deux sont réunis dans le même homme, le maire de la Motte Servolex, qui est aussi le président de l'association des maires de Savoie, Luc Berthoud, que j'ai beaucoup de plaisir et d'honneur à recevoir aujourd'hui. Bonjour Luc Berthoud. Bonjour, le plaisir est partagé et bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Luc Berthoud qui est sur la brèche même en plein été, 16 juillet, alors que la chaleur arrive sur notre territoire enfin, alors que le soleil est là, alors que l'été s'installe. Luc Berthoud avec son mandat de conseiller départemental, avec son mandat de président d'association des maires, président de l'OPAC de la Savoie aussi, puis bien sûr maire de la Motte Servolex c'est même pour ça au départ qu'il est là, donc sur la brèche. L'activité cet été, ça n'arrête pas, Luc Berthoud? Disons que l'activité peut tourner au ralenti, mais comme il y a moins de personnes, forcément, ceux qui restent sur le terrain sont aussi sollicités. Mais tout le monde pourra voir qu'on se rapproche du lac quand même en étant en Radio Grand Lac. Tout à fait, on se rapproche du lac, alors plein d'activités, peut-être plein d'inaugurations, d'animations, puis une présence constante sur le terrain. C'est un peu la marque de fabrique de Luc Berthoud, ça, le terrain. C'est comme ça que je conçois les mandats qui me sont confiés. Et c'est vrai que c'est peut-être des charges qui sont assez lourdes, mais c'est la proximité, d'être en phase et le plus en réponse à l'écoute de nos concitoyens. Donc alors j'ai eu l'occasion de le voir il y a quelque temps en pleine forêt entre lacs au milieu d'un champ. Il est présent aussi en ville. Quand on est président des maires, quand on est conseiller départemental, il faut savoir être partout. Oui, et je crois qu'il y a des mandats ou des fonctions qui se complètent. Quand on est au département, on peut parler de la lutte contre les parasites en forêt, et on peut, en étant maire, avoir sa propre expérience. Et je trouve que les mandats permettent d'alimenter nos réflexions et nos actions sur le terrain. Donc je trouve ça, moi, pour ma part, très complémentaire, si effectivement ça occupe du lundi matin ou dimanche après-midi. Tout à fait, du lundi matin ou dimanche soir même. Parfois. Alors élu quand même depuis quelques semaines, donc toujours vrai. Un peu dans la vie publique, assistant de Jean-Pierre Vial qui a été président du département, vraiment une passion pour la vie publique depuis déjà pas mal de temps. Oui, effectivement, depuis c'est toujours gênant de compter quelques semaines avec quelques zéros avant le premier chiffre. Oui, depuis 40 ans. Voilà, je peux dire que j'ai cette fibre-là de la chose publique. Ça a commencé par le monde associatif et puis derrière l'engagement et très vite dans l'engagement municipal, parce que je trouve que c'est le mandat le plus gratifiant, celui de maire. On est en contact avec la population, on peut créer des services, des équipements, on dirige des équipes, c'est 300 agents pour la ville de la Motte et le CCAS de la Motte Servolex, et donc ça met vraiment en phase avec les réalités du terrain. Oui. Et je crois que c'est ce qui est très gratifiant. Alors, puisqu'on parle un petit peu, avant de parler de la Motte, puisqu'on parle un petit peu de la vie, de la carrière de Luc Berthoud, quel a été le premier engagement politique ? Donc, c'est élu à la Motte Servolex ou ça a été quoi ? Alors, comment ça s'est passé, l'entrée dans la vie publique de Luc Berthoud ? Oui, il y a eu, à côté de la partie professionnelle que j'ai pu occuper, qui était d'être assistant parlementaire ou directeur d'un service dans une grande collectivité, en parallèle, j'ai fait du journalisme, correspondant de Dauphiné Libéré. Et c'est comme ça qu'à un moment, j'ai pu avoir des contacts avec les élus de la Motte Servolex, et que à l'époque, le Jacques maire, Auchard peut-être. Alors Jean Germain, Jacques Auchard faisait partie de l'équipe, mais c'était Jean Germain qui était maire.
Et donc, en 95, à la fois, enfin 94, l'année précédant l'élection de 95, élection municipale, à la fois le maire Jean Germain m'a demandé d'intégrer son équipe et son opposant, Jean-Noël Parpillon, m'avait fait aussi savoir que si je pouvais être intéressé pour rejoindre, et j'ai naturellement rejoint, ça correspondait plus à ma philosophie politique, l'équipe de Jean Germain. D'accord, donc un engagement depuis 1995, conseiller municipal, adjoint, maire, la lignée. Alors oui, un peu plus chaotique que ça. C'est que j'ai démarré en 95 jusqu'à 2001 comme adjoint aux finances, à la vie économique et à la communication. Et puis en 2001, nous avons perdu et je me retrouve conseiller de l'opposition. De l'opposition. Pendant non pas 6 ans, mais 7 ans, puisqu'il y avait un mandat, 1 année de plus par rapport à l'élection présidentielle de 2007 et en 2008 je suis élu au 2e tour maire de la Motte-Servolex. Donc une belle carrière et puis également au département. Oui. Conseiller départemental du canton. Alors de la Motte, mais maintenant ça a été recoupé un peu en 95 avec la loi NOTRe. Alors plus tard, mais ce canton en 2015 a été redécoupé et il y a une commune qui est sur Grand Chambéry, la Motte-Servolex, la ville-centre, et puis les 7 autres communes qui sont sur Grand Lac et avec Nathalie Fontaine, ma colistière. Le binôme. On est très heureux de travailler sur ce territoire et d'être un peu la passerelle entre les deux agglomérations. On a la chance d'être invité aux réunions qui concernent les deux, donc ça fait un peu plus de réunions, mais au moins on sait ce qui se passe dans le territoire voisin et je trouve que là aussi c'est passionnant de voir comment notre bassin de vie Chambéry-Aix évolue. C'est avec le même dynamisme, avec la même attractivité, quoi. Des enjeux communs comme Savoie Technolac, Savoie Grand Chambéry, bien sûr. Économie, voilà. Chambéry Grand Lac Économie, effectivement, voilà. Alors, maire de la Motte-Servolex, une commune un peu atypique. Alors déjà une commune qui est partenaire de Radio Grand Lac depuis le début, mais une commune un petit peu atypique parce qu'on a l'image d'une ville. Et en fait, c'est un tiers du territoire qui est en ville, il y a un tiers qui est en campagne, il y a un tiers qui est en forêt, en gros. Hein. C'est ça. C'est les 3 tiers, ce ne seront pas les 4 tiers de Marcel Pagnol. Non. Donc, 3 tiers avec même une des plus grandes forêts agricoles du département. Alors qu'on a l'image un peu de la ville, des grandes surfaces et tout. Comment est-ce qu'on gère une commune comme la Motte-Servolex ? Eh ben, je crois, avec sa spécificité, Jean-Pierre, en respectant en plus cet équilibre entre l'urbain et le rural, cet équilibre entre un territoire attractif, une commune de 13 035 habitants, mais beaucoup de personnes extérieures, quand ils passent dans la commune, n'ont pas l'impression que c'est une commune aussi peuplée. Ils s'imaginent qu'on est dans un village de 3-4 000 habitants et c'est ce qui fait tout l'intérêt, c'est qu'on reste une commune à taille humaine où les gens se croisent et ont plaisir à s'approprier leur territoire. Et puis, effectivement, 4e commune en termes de démographie au niveau de la Savoie, mais on reste la première commune agricole de Savoie pour le nombre d'exploitants professionnels, avec une 30aine d'exploitants professionnels, avec le lycée agricole Rénac, et on est très fiers de cette proximité avec le monde agricole, qui a toujours besoin qu'on l'accompagne, notamment en termes de foncier, d'eau, de transmission d'exploitation. Il y a des enjeux forts à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs fois des agriculteurs professionnels qui sont installés à la Motte ici au micro dans le cadre de cette émission. Je me rappelle notamment d'une éleveuse de poules pondeuses, voilà, qui nous avait rendu incollables sur les poules pondeuses, et puis également du maraîchage. Oui, il y a eu Isabelle Hoff, il y a eu aussi Julie que vous avez reçue et qui... Par avance, je la félicite pour l'événement qu'elle va connaître dans quelques semaines. Dans quelques semaines, d'accord, ok. On la félicite également. Alors, on est au mois de juillet, il y a déjà plus de la moitié de l'année de passé. Quel est un peu le bilan du premier semestre à la Motte-Servolex, avec toutes les difficultés que l'on connaît, avec les crises au niveau de l'État? Maintenant, on est en pleine crise institutionnelle, après avoir eu les crises sanitaires, les crises financières. Malgré tout, la Motte continue son chemin. Et quel est un peu le bilan de ces 6 premiers mois à la Motte-Servolex? Je crois que, du coup, dans le contexte tel qu'on le vit au niveau national ou international, la commune reste une référence, un élément de stabilité qui est très riche de sa vie associative. Donc, on a beaucoup de temps forts.
Ça commence par les vœux du maire à la population, qui est le moment où il y a le plus de monde dans la salle. Qui passe toujours en premier normalement, c'est le premier à le faire. Oui, on est sur le premier mardi du mois de janvier en fonction... on évite que ça tombe le 1er ou le 2 janvier quand même pour pas brusquer trop ceux qu'on invite. Et puis après, des temps forts qui viennent rythmer la vie. Le salon des vins organisé par le comité des fêtes, superbement organisé. La foire bio avec Ada Bio. Oui, tout à fait. C'est autant de temps. Et puis là, tout récemment, au mois de juillet, on avait la chance d'accueillir pour une soirée deux troupes du spectacle folklorique de Chambéry. Un grand merci à Robert et à Jean Demarquis et à toutes les équipes. Et on a eu une belle troupe d'Amazonie et une de Chine. Et ça nous permet de nous évader tout en restant sur la mode Servolex. Donc ce sont autant de temps forts tous les mois qui sont rythmés. On a eu le relais pour la vie, avec la Ligue contre le cancer, avec un très beau résultat de 37 000 euros. Oui, tout à fait. On avait fait une émission avec Céline Chauffard et puis avec Anthony Perrin, qui sont les deux co-organisateurs. Et je voulais rendre hommage à tous les bénévoles et salariés de la Ligue, et notamment à son président Paul Truong, qui, au niveau des mandats, serait sur son dernière année de mandat. Et je voulais redire comment j'appréciais de travailler avec ses équipes, et comme Anthony était un très bon relais avec la Ligue. On en parlera tout à l'heure de ces personnes. Oui, puis vous avez aussi les championnats de France de gymnastique féminine. Oui, très belle organisation. Lors de la dernière émission, là. On a deux associations gymnastiques de gym qui dépendent de la Fédération sportive et culturelle de France, l'Étoile Mautraine et les Pervenches. Les Pervenches. Et là, voilà, c'était les Pervenches qui organisaient sur tout un week-end 1200 gyms qui sont venus de toute la France, 200 juges, enfin une organisation vraiment d'ampleur. Et c'était vraiment quelque chose de fantastique, notamment le dimanche matin, le défilé sur l'ensemble de notre plaine sportive, avec beaucoup de talent, de jeunesse. Avec le beau temps en plus. Et avec le beau temps. C'est vrai qu'on a eu quelques étapes, notamment aussi les 50 ans de jumelage avec nos partenaires de Modensheim, où on leur a fait sur un week-end découvrir la commune de la Motte à pied, et puis fait aussi un tour de croisière sur le lac. Et on a eu la chance d'avoir une parenthèse dans ces 6 derniers mois assez pluvieux. À chaque fois, on a échappé au pire et on a montré le meilleur visage de nos territoires grâce aux quelques éclaircies qui ont pu quand même se faire jour. Donc une commune dynamique pendant ce premier semestre. Au niveau des travaux, est-ce qu'il y a eu des choses particulières ? On va en parler après avec notamment les projets, on en parlera dans une deuxième partie. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier durant ces 6 premiers mois au niveau de travaux communaux ? Alors, on a lancé un travail de fond sur la rénovation de nos bâtiments, notamment la rénovation énergétique. On vient de terminer à la fois l'école Pergaud et puis le gymnase de Coubertin. Et on est en train de travailler à la suite, c'est-à-dire sur 2025, à la réhabilitation totale du Boulodrome et de la halle Didier Parpillon. Donc à chaque fois des engagements lourds financièrement, et donc le travail est d'aller préparer les dossiers avec la société publique locale OSE, qui est le bras armé de la région pour la rénovation des lycées, des hôtels de ville et des équipements collectifs que j'ai pu citer. Et nous allons résolument sur ce chemin-là, puisqu'on il faut qu'on prépare l'avenir. Et en travaillant lourdement sur notre patrimoine, je crois que on se prépare à de meilleurs jours pour ceux qui seront là après nous. Donc on peut en parler maintenant. C'est le schéma directeur de l'immobilier au niveau de l'énergie pour voir un peu ce qu'il y a à faire, tous les travaux. Je crois qu'il y a 70 bâtiments communaux à la. Oui, ça représente carrément 50 000, pas loin de un peu plus de 50 000 mètres carrés de bâtiments. 70 qui ont été passés au crible avec un bureau extérieur avec lequel on a décidé de travailler, Alexia. Un document lourd et qui nous indique que alors on analyse bâtiment par bâtiment son taux de vétusté, sa consommation énergétique, le coût des dépenses en fluide, et puis on travaille sur comment résorber et faire des travaux pour lutter contre la vétusté et réduire les consommations d'au moins 40%. C'est ce à quoi nous amène le décret tertiaire, mais on l'avait anticipé. Et ça nous permet de mettre notre feuille de route
Et on sait que jusqu'à 2035, on a une quinzaine de bâtiments, 15 à 20 bâtiments à rénover pour une quarantaine de millions d'euros. Donc un engagement fort et lourd, mais je le redis, c'est pour préparer demain. D'accord, donc mise aux normes au niveau de l'isolation, au niveau de la consommation, au niveau du chauffage. Voilà, ça commence quand on est sur des bâtiments, aussi par l'étanchéité, l'isolation, les ventilations, pour avoir aussi un air plus sain. Je crois que ça c'est un sujet qui est devant nous. La qualité de l'air, aussi bien intérieur qu'extérieur, comme la lutte contre le bruit. Et là, on renforce nos structures. On installe aussi à chaque fois qu'on le peut des installations solaires, photovoltaïques. Oui. De façon à ce que les bâtiments soient les plus vertueux et dépensent le moins possible de l'énergie. On a même embauché un économe de flux parce que les bâtiments peuvent être vertueux, mais il faut aussi discuter avec ceux qui les utilisent. Et Dieu sait si les associations et donc les usagers sont nombreux, et pour qu'ils soient dans la meilleure utilisation du bâtiment. Alors, cette volonté de maîtriser les énergies, de limiter le coût des énergies, de le faire pour le développement durable, c'est une volonté déjà ancienne. La Motte Sarbollex, vous avez déjà eu plusieurs prix qui vous ont distingué. Oui, c'est vrai. Depuis une dizaine d'années, on a eu des prix au niveau national, en étant, si je prends l'exemple de 2021 ou 2023, désignés parmi les 7 collectivités en France qui ont eu le prix en 2021, c'était pour tout ce qui était fait autour de l'eau, des cours d'eau et de la forêt. Et puis en 2023, on l'a eu pour différents projets, notamment l'éco-hameau des Granges, sur les vives, le plan d'action biodiversité en ville. Donc c'est toujours intéressant, non pas pour la fierté qu'on peut avoir quelques secondes, mais c'est des regards d'experts, une cinquantaine d'experts qui se réunissent, qui regardent l'ensemble des collectivités et qui en désignent 7 pour dire celles-ci ont pu faire quelque chose de particulier. Donc nous, ça nous encourage à aller plus vite et plus loin. Et puis c'est aussi une possibilité de dire à d'autres communes, regardez ce qui s'est fait, ça peut être reproductible chez vous. Et on a sorti l'année dernière, déjà, c'était au printemps, un document qui recense ce qu'on a pu faire depuis une quinzaine d'années. L'annuaire du développement durable. Voilà, de A à Z, de l'éco-hameau des Granges, jusqu'à l'écuroduc, où en installant 2 poulies et des cordes, on peut permettre aux écureuils de traverser les voiries sans se faire écraser, jusqu'à le fait d'être impliqué dans le déploiement de l'hydrogène sur notre territoire, puisqu'on a la chance avec Savoie Technolac d'avoir des pépites et des pionniers en termes de solaire, en termes d'hydrogène, en termes de régulation des réseaux énergie. Donc on participe à ce mouvement, on l'anticipe et puis on essaye de permettre à d'autres de l'amplifier. Alors une grande volonté aussi de sauvegarder la biodiversité. Alors là, il y a Anthony Perrin qui rentre un peu en ligne de compte puisque c'est un passionné. Il est déjà venu plusieurs fois nous en parler. Donc des batraciens, des écureuils. C'est vrai que pour une ville comme la Motte Sarbollex, on verrait pas forcément ça, mais il y a cette volonté quand même de préserver les animaux et la biodiversité. Oui, alors ça est par des techniciens chez nous, à l'interne, en mairie. Vous avez cité Anthony Perrin, on pourrait citer aussi Sébastien Laguet de l'ONF, on pourrait citer la présence de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui a son siège... Dont le siège est à la Motte. À la Motte Sarbollex. Et c'est autant de rencontres avec ses partenaires, et j'en oublie forcément, qui nous amènent à chercher à être le plus en adéquation avec le territoire et de se dire que la biodiversité a toute sa place. C'est un peu l'illustration par l'éco-hameau des Granges où on a commencé par faire un parc et le sanctuariser en disant c'est d'abord la biodiversité, on réalimente une zone humide qui périclitait et seulement après on viendra inviter l'homme et entendons la femme à venir habiter ce secteur, mais c'est d'abord redonner toute sa place et vraiment sa pleine et entière place à la biodiversité. À la biodiversité. Qui dit respect de l'environnement dit aussi développement des mobilités douces. Et je crois que vous avez mené plusieurs actions pour les transports en commun, puis pour les vélos, pour les mobilités douces, quoi. Pour les mobilités douces, la période de la Covid a été un révélateur où certaines mobilités douces, type les transports en commun, ont été un peu moins fréquentées puisque les gens voulaient éviter les interactions, où le vélo s'est pas mal développé. Et depuis, il faut que tout ce qui touche au transport en commun reprenne, mais c'est plutôt
bien parti. Je crois qu'il faut qu'on arrive à limiter le nombre de véhicules, notamment sur nos voiries, mais aussi sur les stationnements, puisqu'on sait bien que la plupart du temps, l'auto est pas mobile, elle est immobile. Et 85 ou 90% de son temps, elle est en stationnement. C'est pas toujours facile. Il y a ce réflexe de dire, j'ai pas les bons horaires, je vais faire un détour par autre chose que les arrêts de bus. Mais on voit que les jeunes générations s'y mettent sous les formes de roues, les trottinettes et autres. Alors ça peut poser d'autres problèmes après de cohabitation sur les trottoirs. Mais en tous les cas, on voit bien que tout ce qui touche à la glisse intéresse de beaucoup les plus jeunes. Mais c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et on voit qu'il y a une fréquentation des pistes cyclables qui augmente. Il faut qu'on fasse encore plus. Et ça, on le fait avec l'agglomération de Grand Chambéry. On est toujours dans Une heure, une commune avec Luc Berthoud, maire de la Motte-Servolex, conseiller départemental, qui nous parle un petit peu de ce bilan du premier semestre. On va parler d'autres opérations après, puis on va parler peut-être un petit mot des projets pour cette année 2024-2025. Mais avant, on va faire une pause musicale. Alors, c'est Luc Berthoud qui a choisi le titre, Johnny Hallyday, J'oublierai ton nom. Pourquoi ? Un très beau duo, et puis Johnny, je pense que c'est oui, c'est une légende. C'est une légende, et puis qui a traversé les générations. Mon père l'écoutait, je l'écoute, et mes petits-enfants l'écoutent. C'est indémodable. C'est une grande variété dans ce qu'il a pu proposer au fil des années. C'était le patron, quoi. C'était le taulier. C'était le taulier, je crois qu'on peut le dire, et ça le reste. Eh ben, on écoute tout de suite pour Luc Berthoud. Johnny Hallyday, J'oublierai ton nom, et on se retrouve tout de suite après pour Une heure, une commune. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. De retour dans Une heure, une commune après ce titre de Johnny, J'oublierai ton nom, un titre choisi par Luc Berthoud qui est notre invité d'aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat avec la commune de la Motte-Servolex. Donc Luc Berthoud qui en est le maire et qui nous a dressé un peu le bilan des 6 premiers mois de 2024. Est-ce que 2024 est une année plus difficile, plus complexe ou depuis le Covid, c'est quand même, ça a changé un peu les mentalités, ça a changé beaucoup de choses? Comment dire, toutes les années suivent avec leur lot de crises. Je crois qu'on est dans un monde qui est en perpétuelle instabilité et qu'il faut s'y faire. Je redis que vis-à-vis de nos concitoyens, nous restons les maires, les élus municipaux, les agents des villes, des centres communaux d'action sociale, finalement des éléments de stabilité, de proximité, et qu'on a un rôle tout particulier à jouer en rappelant qu'on ne peut pas être que dans une succession d'intérêts particuliers, mais que nous, on est là pour représenter l'intérêt général, le bien commun, et il faut rappeler cette notion. Je crois que c'est important, parce que la crise Covid, nos moyens de communication, les réseaux ont renforcé cet individualisme, qui ne doit pas devenir un individualisme forcené. Il y a quelque chose qui nous dépasse, et c'est de vivre ensemble, de bien être l'humain. De mettre l'humain au centre de tout. Voilà, tout à fait, et de veiller à ce qu'il y ait du bien vivre ensemble, puisque bien souvent c'est mis à mal. Alors le bien vivre ensemble que l'on connaît à la Motte-Servolex qui va perdurer. On va parler un petit peu des projets. Alors les budgets sont bien sûr faits mars à mars. Souvent les années civiles se terminent, mais là donc c'est l'année scolaire qui c'est fini, qui va reprendre en septembre, et beaucoup parlent d'une année de septembre à juin en gros. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quels vont être les grands projets, les grands sujets de l'actualité motteraine au cours des prochains mois, de septembre au mois de juin 2025? Oui, je crois que c'est bien vu ce découpage entre l'année civile ou l'année scolaire. Ou l'année scolaire. Et ça rythme différemment nos façons de fonctionner, nos méthodes. Nous, sur la Motte-Servolex, on essaye de voter le budget avant la fin de l'année, puisqu'on peut le voter jusqu'au mois de mars, parfois même avril, et on essaye, nous, de le voter à la mi-décembre pour avoir la totalité de l'exécution dès le 1er janvier. Les services sont au courant des dossiers et peuvent travailler. Bon, c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que vous avez déjà tout le montant des dotations de l'État? Alors non, il faut avoir effectivement du personnel qui les calcule et les anticipe de la meilleure façon possible. Bien sûr, après les notifications de l'État arrivent plutôt sur le mois de février ou mars, et c'est un peu un pari, mais au fil des années, on arrive à maîtriser tout cela. Et ce qui veut dire que pour la rentrée, elle sera marquée comme traditionnellement par la rentrée scolaire, mais ça se traduit, nous, par 2 événements. La randonnée des fruits, des randonnées cyclistes et pédestres organisées par notre cycloclub. Oui, tout à fait. Et puis, on en parlera également sur cette antenne. Et puis, bien sûr, après, la journée des associations, où plus de la moitié des associations de la commune viennent se présenter et prendre des inscriptions au début de l'année scolaire. Et puis derrière, sur les travaux que nous allons entamer, nous poursuivons les travaux de rénovation de notre patrimoine, avec 2 équipements. Voilà, le boulodrome, en se rappelant que la boule de la mode Servolex, c'est parmi les 10-12 meilleures équipes au niveau français, qu'elle devrait se classer 2e au niveau du nombre d'adhérents. Et donc, il y avait un équipement qui date de 1995 qu'on va reprendre. Et puis à côté, cette fabuleuse halle Didier Parpillon, qui a été fait en 92, qui a été réalisé en 92, qui a très bien vieilli. Ceux qui l'ont fait à l'époque, je pense à l'équipe de Jean Germain, mais aussi à un adjoint au sport qui s'appelait Jean Rassa, qui nous a quittés récemment, qui ont eu cette anticipation, qu'on fait un volume qui, 40 ans après, est encore 30 ans après, 35 ans, est toujours bon. Adapté, mais bien sûr, il faut refaire l'étanchéité, l'isolation, reprendre assez lourdement la structure. Et ça va représenter un budget de 6 à 7 millions, ces 2 équipements, pour les rénover totalement et installer aussi en toiture du solaire. D'accord, donc encore de beaux projets pour la commune de la Motte Servolex, notre partenaire. On est toujours dans une commune avec Luc Berthoud. Et puis alors, j'ai entendu parler d'un projet de maraîchage communal. Oui. Alors, c'est quoi donc? Je vais parler aussi, puisqu'on était sur le sport, de la jeunesse, puisqu'on va reprendre totalement notre skatepark sur 2025 en créant de dimension départementale, voire qui pourra être une référence régionale, à hauteur de 600 000 €. Et on est avec des experts pour en faire vraiment un lieu à la fois de découverte de la pratique sur une partie, et puis pour les plus expérimentés qui voudront faire des figures plus acrobatiques, une autre partie, et tout ça sera séparé par une couronne boisée. Donc à l'entrée du collège Georges Sand, c'est un élément important pour notre jeunesse et tous ceux qui sont les adeptes de la glisse. Et puis le 3e projet, qui est bien différent, qu'on a déjà amorcé là, de façon symbolique en plantant les premiers plants de courge, c'est une maraîchage communal sur une parcelle d'1,8 hectare, qui est idéalement placée juste en dessous de notre cuisine municipale. Oui, c'est pas mal. On a la chance d'avoir une équipe de 9 agents, des agents municipaux qui font 950 repas par jour pour nos écoles, pour l'EHPAD, les terrasses de Rénac, et pour aussi les 70 portages de repas à domicile. C'est tout géré par la commune, ça? Alors ça, c'est géré par le Centre communal d'action sociale, effectivement, dont le maire est président du CCAS. C'est réglementairement comme ça. C'est le droit. Oui. Et on a 7,8 hectares avec une surface agricole utile d'1,2 hectare. On va créer une ferme pour abriter et les équipes et le matériel. On est en partenariat étroit avec des partenaires qui sont des partenaires locaux. Et ça nous va bien. Les Triandines, plus globalement le pôle alimentaire qui regroupe les Triandines, J'aime beaucoup et le Grappe. Et puis aussi un autre partenaire de proximité, puisque lui se trouve, ceux que je viens de citer sont à Cognac, donc une grande proximité. Et celui que je vais citer, qui est le centre de formation des apprentis du lycée agricole Rénac, qui lui est à 300 mètres des parcelles qui vont être exploitées. Donc on a cette unité de lieux et de partenaires qui nous font espérer qu'on pourra produire en pleine vitesse de croisière, on va dire sur 2026 et 2027, 10 à 12 tonnes de légumes par an, ce qui nous permettra d'être à 80% de nos besoins pour les légumes, et donc d'aller vers ces produits de proximité, circuit bio, court, là. Et circuit on ne peut plus court, puisque voilà, les
les carottes et autres courges qui pousseront seront à 50 mètres de là où elles seront nettoyées et puis conditionnées et cuisinées. Je voulais remercier parmi les équipes internes, à nouveau Anthony Perrin et puis Olivier Michalet, le chef de production, parce que c'est quand même un sacré saut, une sacrée évolution. Là, les carottes, elles sont arrivées sous vide tranchées, en rondelles. Là, il y aura la carotte avec les fans et puis il faudra travailler ça. Donc, on embauche l'équivalent d'un poste, un 0,7 équivalent temps plein. On a fait jardinier, quoi. Vous avez embauché. Alors, on aura sur les jardiniers de l'insertion. Parce que ce projet a l'avantage de faire de l'agriculture locale de proximité et dans les circuits courts, mais aussi de l'insertion, puisque l'idée avec les triandines, c'est d'avoir un encadrant et des gens à remobiliser sur le travail, et puis aussi avec le CFPPA, d'avoir une formation diplômante pour que les personnes qui feront de la formation théorique au centre de formation viennent ensuite pratiquer sur nos parcelles, et puis au bout de 18 mois ou 2 ans, une fois qu'ils sont formés, aillent ailleurs, sur d'autres terrains, pour faire leur carrière professionnelle en dehors de notre périmètre. Et nous, on continuera à former. On veut faire une ferme de 250 mètres carrés. Avec des vaches, avec tout ça ? Alors non, là, c'est plus la ferme pour accueillir les équipes et puis le matériel, puisqu'on a cette chance de la proximité de pouvoir mutualiser du matériel. Et l'idée, on est en train de travailler avec un architecte savoyard qui a aussi une partie de son cabinet à Paris, Michael Abric, de voir si on peut pas faire les murs de cette ferme avec des briques de terre crue, avec la terre qui sera prise pendant le chantier, et on aimerait bien faire un atelier participatif avec les Mautrins au printemps prochain pour que chacun puisse s'approprier à la fois cet espace et cette future ferme maraîchale communale. C'est un projet quasi unique. Alors, il y a quelques communes en France qui ont pu le faire, qui ont amorcé ça, mais le fait de mêler l'innovation, l'alimentation, l'insertion, avec des partenaires dans un périmètre aussi rapproché, je pense que on est dans les dizaines d'exemples, mais je pense qu'il n'y en a même pas tant en France qui ont déjà pu faire ça. Alors certains ont carrément des jardiniers municipaux. Oui. Là, dans ce fait qu'on fasse aussi de la formation, je pense qu'il y a quelque chose d'une brique assez unique en mêlant tous ces partenaires. Et donc, à terme, vous allez pouvoir produire assez donc pour l'EHPAD, pour le portage de repas à domicile. Oui, l'idée c'est cela. Alors, on sera sur une douzaine de variétés de légumes, puisqu'il faut en produire quand même parfois par dizaines de kilos pour faire les 950 repas. Mais c'est bien le but, je redis, à 80% d'être autonome pour cette fourniture. Alors, on se doit à la vérité, c'est quand même un coût de création. Alors, on a des partenaires, on a Grand Chambéry, on a le département, on a la région, mais ça a aussi un coût sur le prix du repas, puisque on est autour de 3 € de denrées alimentaires. Avec ces produits de qualité de proximité, ça va surenchérir, bon an, mal an, suivant l'évolution, de 52 à 56 centimes de plus. Oui, et voilà, mais c'est le prix de la qualité, du manger sain. Et il y a un aspect pédagogique derrière tout ça, puisque les jeunes pourront venir voir les parcelles où sont cultivés ce qu'ils ont dans leur assiette. Et puis on pense qu'ils auront une interaction positive auprès de leurs parents. Tout à fait, oui. Parce que voilà, ils sont formateurs de leurs parents, les jeunes souvent. Nous, c'est 4 repas par semaine et sur 144 jours sur les 365. Le reste du temps, c'est dans les familles. Et le bien manger doit pouvoir se partager. Tout à fait. Donc un joli projet plein de bon sens paysan, j'ai envie de dire. Oui, ça paraît évident, même si ça fait 5 ans qu'on travaille, parce qu'on n'avait pas les partenaires de proximité. Les partenaires qu'on avait démarchés à l'époque n'étaient pas prêts, structurés. C'est des incidences et des évolutions fortes qu'il a fallu faire partager à l'équipe des conseillers municipaux, qu'il a fallu faire aussi partager par l'équipe de la cuisine municipale, des agents, mais je redis qu'ils l'ont fait très volontiers et qu'ils sont très réactifs. Ouais. Et puis, il faut aussi se dire que rien n'est écrit par avance, qu'on sait qu'il faudra jouer avec les conditions météo, avec les difficultés qu'il peut avoir de parasites ou autres.
et qu'il faut donc avec humilité avancer. On a cette chance unique que tout est regroupé sur un même territoire, un peu comme on l'a fait pour nos chaufferies bois, oui. Plutôt que d'aller chercher des plaquettes bois à 150 km et les faire venir par des camions. Vous avez la forêt sur place. On a la forêt sur place et donc c'est les grumes qui sont prises à 5 km de là où elles sont brûlées. Et donc c'est parfait en termes de circuit court et vertueux. Mais Luc Berthoud, si j'écoute bien, la Motte Servolex, c'est une commune modèle. Il y a tout. Ça serait prétentieux de dire ça. Moi, je leur dis, on fait pas après pas, on essaye de. Je pense que l'inaction coûte beaucoup plus cher que l'action. Et du coup, je préfère être doublement dans l'action que de regarder et puis d'attendre. Voilà, tout ça, il faudrait qu'on le mette à plat, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est autant de choses qu'on n'aura pas à réparer demain. Tout à fait. Et voilà, et je pense moi, je considère qu'on n'en fait pas encore assez. Je suis frustré. Beaucoup disent qu'on est en avance, qu'on pourrait être une sorte de modèle, mais moi, je vois tout ce qu'on fait pas. Oui, mais bon, voilà, c'est ceux qui voient le verre à moitié plein ou d'autres à moitié vide. Oui. Quels autres projets on peut évoquer, que ce soit en travaux ou autres, dans le domaine scolaire, dans le domaine de la culture, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'urbanisme, etc., etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut parler pour les prochains mois à la Motte Servolex ? Les enjeux, c'est encore et toujours le foncier et le logement. Le foncier, parce qu'il rentre en concurrence avec le logement, l'économie et puis l'agriculture. Et on sait qu'on est dans des zones tendues en termes de logement, oui. Qu'on est à 20% de logements sociaux obligatoires actuellement, que demain ça passera à 25%, qu'il faut accueillir, puisque sur l'ensemble de la Savoie, c'est 14 000 personnes qui sont en attente d'un logement. Ça ne veut pas dire qu'il y a 14 000 personnes qui Là, c'est le président de l'OPAC qui nous parle. Potentiellement, oui. Ça ne veut pas dire qu'il y a 14 000 personnes qui sont oui. sous les ponts. Mais c'est des gens qui sont dans des logements qui ne leur correspondent plus, qui peuvent être trop petits, trop grands, mal situés, sans ascenseur, et auxquels on ne peut pas répondre. On n'arrive pas à assez pouvoir créer ce parcours résidentiel. Et donc, il y a un besoin de construction. Il y a besoin de préserver l'agriculture si on veut continuer à avoir des produits proches de nous, oui, et savoir ce qu'on met dans notre assiette. Et puis, il y a aussi besoin de développer l'économie parce qu'on est un territoire attractif. Mais quand on parle de Savoie Technolac avec les énergies renouvelables et quand on parle de Savoie Hexapôle, avec tout ce qui est le outdoor, la montagne, les loisirs, tout ça doit pouvoir se développer de façon maîtrisée et on y travaille avec les collègues de Chambéry-Grand Lac Économie notamment sur les 25 parcs d'activités qui sont gérés depuis la Cassine jusqu'à la Chautagne et en passant par les Bauges. Chaque territoire a droit à un développement économique, tout ça avec les contraintes qui sont devant nous du zéro artificialisation nette. Ah oui, voilà. C'est nouveau ça aussi. Hein. Oui, ça fait gronder un peu quelques maires. C'est des choses quand elles arrivent de façon un peu trop brutale, pas assez travaillées, et que du côté des ministères, il y a des choses qui s'imposent et puis que c'est après qu'on voit comment on peut les appliquer. C'est comme le décret tertiaire où en 2030, nos bâtiments de plus de 1000 mètres carrés devraient consommer 40% d'énergie de moins. Et on voit bien qu'il y a déjà des maires ou des entreprises qui disent que c'est un objectif qui est inatteignable. C'est donc c'est le coup près de la loi et puis après. C'est pondu à Paris là-haut sans tenir compte un peu des spécificités locales et même du bon sens. Oui, du bon sens en regardant où en sont nos collectivités, le patrimoine qu'on peut avoir, son état de vétusté et comment on peut répondre. Alors après il y a des communes et la Motte volontairement en est une où on n'attend pas les reports des délais. Mais pour autant, on voit les difficultés, on les mesure. Je parlais tout à l'heure du schéma directeur de l'immobilier énergétique. Il y a très peu de communes qui l'ont engagé, d'après ce que nous a dit le cabinet avec lequel on a travaillé. Et puis d'autres, une fois qu'elles ont fait ce constat et en disant « Mon Dieu, voilà ce que ça représente comme dépense », le mettre dans un placard ou s'en servent pour... sous une table pour pouvoir la stabiliser. Donc, nous, c'est pas le cas. On veut avancer, on veut trouver les bons partenaires. On a aussi
des partenaires qui peuvent nous aider, des dispositifs, Sequoia, Acté, Chêne, le syndicat départemental d'énergie de la Savoie, qui sont le SDES, qui sont des partenaires, et on préfère être dans l'innovation, donc ce qui veut dire dans la complexité, mais trouver des partenaires qui nous aident, et puis après, on fait notre propre chemin. 1 heure, 1 commune, c'est ce soir, donc le 3e mardi du mois. Et c'est toujours avec la Motte Servolex, et on a la chance d'avoir le maire Luc Berthoud qui est avec nous aujourd'hui. On va marquer une deuxième pause musicale. Alors toujours, ça a été choisi par Luc Berthoud himself. Diane Tell, la légende de Jimmy. Pourquoi ? Parce que c'est une rencontre en 80 ou 82 à Champs-Élysées, l'émission de Michel Drucker, et à la une jeune chanteuse québécoise, et à la fin de l'émission, l'occasion d'échanger quelques minutes avec elle. D'accord. Et un coup de foudre musical, et voilà. D'accord, on s'arrêtera là. On s'arrêtera là sur le coup de foudre. En tout cas, on écoute tout de suite Diane Tell et on revient pour déjà la 3e partie. Qu'est-ce que ça passe vite, 1 heure, 1 commune, l'émission où l'on parle de la vie de nos villes et villages et également des élus qui gèrent ces communes avec toutes leurs équipes. Diane Tell, la légende de Jimmy. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et comme le temps passe vite, c'est déjà la dernière partie d'1 heure, 1 commune en direct sur Radio Grand Lac avec notre partenaire, la commune de la Motte Servolex. Je vous rappelle qu'à 19h30, c'est votre rendez-vous cinématographique comme chaque semaine avec Kevin, Guillaume et puis Vincent, notre trio cinéphile vraiment que vous adorez, une émission qui est en train de devenir culte. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous en parler parce que vous avez vraiment des bons conseils sur le cinéma, des très bonnes critiques avec 3 connaisseurs. C'est tout à l'heure à 19h30. Et alors faites vite parce que la dernière, je vous le dis, c'est la semaine prochaine. Après, ils marqueront une pause estivale, mais donc tout à l'heure à 19h30, la 16e. Toujours en direct avec Luc Berthoud. On a parlé pendant 50 minutes de la Motte Servolex. On a fait un peu le bilan de ce premier semestre 2024. On a parlé des activités, des actions qui allaient guider la gestion de la commune pendant les prochains mois. Maintenant, peut-être parler un peu plus des différents mandats, des différents territoires d'opération menés par Luc Berthoud. La mairie, d'accord, le département, en charge notamment du budget citoyen, je crois. Oui, avec ma collègue Nathalie Furbert. Alors avant, je voudrais revenir juste sur l'aspect cinéma. Oui. Un petit truc en plus, c'est le Comte de Monte Cristo, superbe. Les deux, sont allés à voir. On aura donc eu la critique en direct de Luc Berthoud. Voilà, je suis cinéphile passionné. Je pense que je suis bon public, mais c'est 2 beaux films qui méritent qu'on aille les voir. Oui, le budget citoyen, c'est une très belle opération lancée à l'initiative d'Hervé Guémard, notre président du conseil départemental, et à l'époque aussi de la conseillère de Modane, du côté de Modane, qui a pu avoir cette belle initiative, ces mini-révolutions au quotidien. Et qui permettent aux Savoyards de s'approprier leur environnement et d'être en mesure, comme l'a dit Rosenars aussi au moment de ce lancement, de voir comment nos concitoyens sont en adéquation ou pas avec ce qu'on vote au conseil départemental. Puisque sur un budget de 140-150 millions d'euros qui peut être disponible auprès des collectivités, là c'est l'équivalent d'1,2 million qui est mis. C'est 1,2 million en investissement pour récompenser une trentaine de projets, dont 7 projets qui sont réservés à des projets jeunes. On peut voter dès l'âge de 10 ans, c'est assez. Proposer un projet et voter, proposer une idée, c'est donc assez fabuleux pour habituer les plus jeunes de nos concitoyens
à vraiment acquérir ces réflexes de futurs électeurs, citoyens engagés. Citoyens, tout à fait. Et on a vu qu'ils avaient fait des belles campagnes. Samedi prochain, on sera à Yenne pour l'inauguration d'un espace intergénérationnel et d'un pump track. Donc on voit que ça fleurit. Il n'y a pas si longtemps que ça, avec une autre collègue, Isabelle Gindre, on était du côté de Chambéry pour découvrir un prototype de fauteuil pour faire du ski pour les jeunes enfants handicapés. Ouais. Voilà, une entreprise qui a fait un prototype avec le CAMS. Et donc c'est des sujets sur l'environnement, sur le handicap, sur l'intergénérationnel. Donc on voit les centres d'intérêt de nos amis savoyards et savoyardes, et puis ça rentre bien en ligne de compte avec ce qu'on peut décider au département. Donc c'est intéressant de voir que nous sommes en phase. Et donc c'est de l'argent que met le département pour subventionner ces projets, pour financer ces projets. Les Savoyards votent, déterminent une trentaine de projets par canton, par territoire, et des projets pour les jeunes. Et puis le département peut apporter jusqu'à 50 000 euros d'investissement pour aider à la réalisation de ces idées. Au départ, ce sont des idées, et puis qui deviennent des réalisations, et qui deviennent concrètes, quoi. Concrètes. Et il y a 2 ans pour réaliser. Et je crois que la dernière fois, on était à Entrelacs au-dessus pour découvrir une école buissonnière. Ouais. Voilà. Et c'est autant d'espace de liberté, de respiration, d'oxygénation dans ces projets qui touchent, je dis bien, au handicap, l'intergénérationnel, à la sauvegarde de l'abeille de Savoie. Enfin voilà, des tas d'initiatives, tout ce qui comporte, tout ce qui tient aussi à la vie quotidienne de chacune et de chacun, quoi. Je crois que c'est bien ça. C'est du concret. C'est du concret, c'est proche de soi, et puis ça montre le coup de cœur que les Savoyardes et les Savoyards peuvent avoir. Luc Berthoud, premier vice-président de l'Agglo Grand Chambéry. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Quels mots on peut dire sur cette agglomération? C'est une agglomération dynamique qui, je crois. Combien de communes? Alors, on est sur 38 communes. Et 140 000 habitants. Et je pense qu'on est au cœur des enjeux, la mobilité, bien entendu, qui reste quelque chose de très fort, l'économie, le développement durable. J'ai la chance d'avoir ces compétences qui sont économie, innovation, développement durable, relation avec l'université, transition énergétique, ouais. Et on est au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain, et notamment avec des partenariats pour le projet qui nous attend. Là, c'est la révision du plan climat, air, énergie territorial, et à travers ça, on touche à tous les domaines du quotidien de nos concitoyens, le logement, les mobilités, l'énergie, la production d'énergie renouvelable, la gouvernance, puisqu'on a la chance d'avoir un club climat citoyen où des habitants s'investissent et ils sont allés jusqu'à même nous amener un grand projet qui est la Vélorussion, où chacun pouvait, c'était le 16 juin, découvrir des équipements de l'agglomération un dimanche en laissant tomber sa voiture et en allant découvrir ces équipements à vélo. Voilà. Et puis il y a des gens qui sont mis aussi dans un autre atelier à se regrouper pour qu'ils aient plus à 4 ou 5 foyers, plus qu'un véhicule, et donc d'abandonner leur véhicule, leur automobile, pour partager un véhicule entre eux. Donc, alors ça c'est peut-être facile quand on est à Chambéry, quand on est à La Motte, quand on est à Cognac, quand on est sur la périphérie de la préfecture de la Savoie. Quand on est sur les contreforts des Bauges ou ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il faut proposer des projets qui allient à la fois les besoins des communes centres un petit peu de l'agglo et puis de celles qui sont éparpillées, les Bauges aussi notamment. Bien sûr, là ce sont des projets proposés par des citoyens. Donc c'est quelqu'un qui à Barbera, dans sa proximité, a souhaité mettre en place ce projet, et nous, Grand Chambéry, on l'accueille. Mais bien entendu, on l'accompagne, on accueille tous les projets et en tenant compte de la diversité de nos territoires, bien sûr. Luc Berthoud, président de l'Association des maires de Savoie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle association qui fait suite à la Fédération des maires, qui elle-même regroupait 4 associations territoriales? Ça a été un peu long, ça a été un peu l'arlésienne pendant des années. On en parlait, puis finalement, c'est fait. Donc, c'est une association qui regroupe toutes les communes de Savoie.
Bien sûr, j'ai une pensée toute particulière, amicale pour Claude Giroux, puisque quand on y est enfin arrivé, il m'a dit ça faisait une dizaine d'années qu'on en parlait au moins. Et enfin, c'est fait, puisque vu de l'association des maires de France à Paris, on était un peu en décalage, on va dire comme ça. Et enfin, là, on est dans une plus grande unité avec mes vice-présidents qui sont les présidents des anciennes associations. Tout se passe bien. On a enfin pu réaliser ça il y a 18 mois. Et puis, ça a un bon rythme de travail puisque on fait des webinaires, on fait des conférences. Des webinaires? Alors oui, C'est en patois savoyard, ça? Alors moi, j'appelle ça différemment. Là, c'était un petit clin d'œil à Isabelle Robert et à Sylvie Vissica. Que l'on salue bien sûr, et que l'on embrasse si elle nous écoute. Bien sûr. Et moi, j'appelle ça un petit déjeuner virtuel où chaque maire peut être à sa mairie ou chez lui de 8h15 à 9h, 9h15 le matin. On est derrière nos écrans et puis on a des thèmes. On a fait des thèmes avec la Poste sur la loi 3DS et l'adressage. On va en faire un à la rentrée avec les amis de la gendarmerie et le colonel Alamand pour parler de l'organisation territoriale. On a fait une conférence avec des représentantes de la justice pour mieux connaître comment marchait la justice sur nos deux pays de Savoie. Voilà, donc on est assez avec Enedis aussi en partenariat avec Groupama. On a fait notre assemblée générale à la Groupama Academy et on a pu faire une conférence sur les risques auxquels nos communes sont soumises, inondations, boue, D'accord, tout à fait, avec tous les risques. Donc, Luc Berthoud, président des maires de Savoie, est-ce qu'on peut lui demander un peu son avis, sans rentrer dans la politique partisane et tout, sur la situation actuelle de notre pays et cette crise institutionnelle dont on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais voilà. Oui, on ne va pas revenir sur l'incompréhension, cette dissolution. Moi, en mon fort intérieur, j'avais dit qu'il y aurait sûrement un référendum sur la fin septembre sur un thème régalien, l'immigration, la sécurité, que le président aurait soumis un texte en disant aux Français, j'appliquerai ce que vous voulez, ce qui aurait pu avoir une certaine dimension et aspect peut-être gaulien. Bon, c'est un autre choix. Ouais. Simplement, maintenant, effectivement, on est dans une impasse et je peux pas m'empêcher de regarder la cérémonie en mémoire, la cérémonie des vœux du président de la République le 31 décembre 2023, où il disait que 2024 devait être l'année de la fierté de la France, avec notamment les Jeux et tout ce qui allait se passer. Pas très fier en ce moment, on ne sait pas comment ça va évoluer, on navigue à la petite journée et on voit pas bien quelle va être l'issue, si ce n'est dans 11 mois de redissoudre à nouveau, puisque voilà, le délai a redémarré, ou à un moment de provoquer l'élection suprême en remettant... présidentielle anticipée. Voilà, bon, et après, quand j'ai dit ça, ça sera peut-être autre chose qui se passera, mais en tous les cas, la Ve République a montré sa longévité, sa capacité à être résiliente, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va en être? Enfin, si on s'en sort, faudra quand même en tirer les conséquences. Est-ce qu'il y a des conséquences concrètes et pratiques pour les collectivités, que ce soit les mairies, que ce soit les agglos, cette situation du pays actuellement? Forcément, puisque tout le monde dit qu'il va falloir faire des économies. On sait qu'on est devant une dette abyssale de plus de 3 000 milliards. Et puis, il y a toujours un rapport de la Cour des comptes ou un ministre de l'économie démissionnaire, mais qui va assurer, voilà, qui dit il faut que les collectivités réduisent leurs dépenses et on va leur donner moins d'argent. Je pense qu'on est les premiers à donner des exemples de bonne gestion. Je rappelle que les collectivités publiques doivent avoir leur budget en équilibre. Oui, on doit avoir notre budget en équilibre. Ce qui n'est pas le cas de l'État. On représente 70% de la dépense publique et on représente moins de 10% de la dette. Donc on voit bien que c'est au niveau de l'État que le problème se pose. Et ils sont à la fois juges et partis. Non seulement ils dépensent et ils viennent nous taper sur les doigts. Donc là, il y a quand même un sentiment d'incompréhension ou d'injustice. Mais en tous les cas, ça nous amène pour autant ne pas baisser les bras, mais à continuer d'être dans l'action et l'action de proximité. On arrive au terme de cette émission. Encore deux petites questions. Est-ce que Luc Berthoud, quand il se lève le matin, il est toujours autant passionné par la vie publique et par la défense de l'intérêt général? Oui. Est-ce que je dirais plus que jamais? Je crois. Plus qu'avant ou tout autant, et peut-être plus qu'avant, parce que je ressens que ce sentiment se dilue.
Et que du coup, je me dis que dans la journée, j'ai la chance, en étant élu dans ces différents mandats, fonctions qui sont complémentaires, de pas avoir une demi-journée qui ressemble à une autre. Oui. C'est même pas une journée, c'est une demi-journée qui ressemble à une autre. Alors c'est parfois une sacrée gymnastique intellectuelle parce que voilà, on passe de l'accompagnement d'un chef d'entreprise à une demande de logement et puis à une réunion sur la sauvegarde de la biodiversité. Oui, une telle richesse que voilà, le temps passe très très vite. Mais en tous les cas, oui, le sentiment de dire que à notre modeste place, on travaille à cet intérêt général et qu'il faut plus que jamais le faire. Luc Berthoud qui était avec nous aujourd'hui pour Une heure une commune en partenariat avec la commune de la Motte-Servolex. La dernière question, c'est la question RGL. On a bien compris que Luc Berthoud a un emploi du temps vraiment pris du lundi matin au dimanche soir, mais quand il n'est pas dans ses mandats d'élu, quand il n'est pas derrière son bureau de la mairie ou au département à l'OPAC ou ailleurs ou à l'agglo, quelles sont ses préoccupations, quelles sont ses passions, ses centres d'intérêt? Et je me retourne peut-être vers une certaine Sylvie qui est avec nous dans le studio, qui est bien calme là-bas. Et donc, quelles sont ses autres passions? À quoi il carbure pour être autant en forme? Alors, il y a une partie qui est la famille. Voilà, quand on a les uns les autres des petits-enfants, je crois que ça doit être, dans le peu de temps qui reste, une priorité. Et puis, oui, effectivement, je cours après madame, je cours après Sylvie, sur de la marche active. Elle court plus vite ou pas? Elle est devant. D'accord. Elle pratique aussi la semaine avec la gymnastique volontaire, donc je suis un peu à la traîne, mais au moins c'est un bon entraînement. Et puis il y a aussi le jardinage, voilà. Ah, d'accord. Pas beaucoup, 3 mètres carrés en particulier, et puis un espace un peu plus large partagé. Mais je trouve que c'est une bonne façon de se détendre, de se vider la tête. Et puis après, le reste du temps, c'est le travail qui est stimulant. Et puis peut-être un petit peu de vacances dans les semaines qui arrivent. Il va falloir que j'y pense, sinon je vais me faire réprimander. Sinon, il y a Sylvie, qui est en train de dire oui, il faut des vacances. Merci Luc Berthoud d'être venu en direct dans notre studio pour une heure une commune. Merci pour tout le soutien apporté à notre média de cœur, notre média de proximité au grand bain de la vie locale. Et puis à bientôt pour d'autres émissions avec la Motte-Servolex. Bien sûr, et merci. Et c'est moi qui dois remercier Grand Lac pour l'énergie. Radio Grand Lac même. Oui, bien sûr. Je remercie aussi mes collègues de Grand Lac puisqu'on travaille en étroite collaboration. Mais l'équipe de Radio Grand Lac, une équipe qui a la niaque. Voilà. Oui, merci, ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à toutes et à tous et je vous rappelle à 19h30, la 16e sur le cinéma. Bonne soirée sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale, 92.1 FM.